Radio Grand Lac 92.1. Radio Grand Lac 92.1. De retour sur radiograndlac.com et tout bientôt aussi sur le 92.1. Je suis avec Christine Blanchard qui est coach scolaire. Alors Christine, comment on devient coach scolaire et c'est quoi le coaching scolaire? Parce que pour avoir un petit peu sondé les gens autour de moi pour la préparation de cette émission, on l'associe plutôt à du soutien scolaire ou de l'aide aux devoirs. Alors je crois que ça n'est pas ça. Ah non, pas du tout. Et vraiment, je vous remercie de m'avoir invité pour pouvoir justement expliquer un petit peu la démarche et ce qu'on peut attendre du coaching scolaire. Donc, le coaching scolaire et les coachs scolaires sont d'abord des coachs, c'est-à-dire des gens qui ont fait une formation à l'accompagnement par le coaching, une formation professionnalisante et certifiante. Et ensuite, ils font un module supplémentaire qui est spécialisé dans le coaching scolaire. En tout cas, moi, ça a été ma démarche. Donc, je me suis formée en reconversion après une vie dans l'édition où j'ai été iconographe pendant des années, donc absolument rien à voir, mais j'ai eu envie de ça. Et je suis passée donc par une école qui s'appelle Coaching Ways à Lyon, une école de coaching où j'ai été certifiée. Et ensuite, la même école proposait un module de coaching scolaire et c'est ce que j'ai fait. C'était une enseignante belge qui nous a formés. Et dès le départ, en fait, dès que j'ai commencé à vouloir faire cette formation de coaching, en fait, je savais que je voulais accompagner des jeunes, peut-être parce que je n'avais pas un très bon souvenir de l'école, même si, in fine, j'ai fait des bonnes études, mais voilà, ce n'était pas un moment très agréable. Aussi parce que aujourd'hui, l'école représente 80% du stress chez les jeunes, et aussi parce que apprendre, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. On apprend, voilà, et l'école n'apprend pas. Il faut apprendre à apprendre. Voilà, en fait, c'est ce qu'on dit toujours. Apprendre à apprendre, apprendre à mémoriser, mettre sa tête en mouvement. C'est aussi ça qu'apprend le coaching scolaire et pas toujours l'école. La méthodologie, la méthode n'est pas forcément livrée avec le savoir. D'accord. Voilà. Donc, alors du coup, qu'est-ce que c'est le coaching scolaire? Parce que donc, coach, on a compris, vous avez une formation, vous avez une certification, mais le coaching scolaire, ça correspond à quoi exactement? Je voudrais quand même dire deux mots sur le coaching parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Coaching en général, d'accord. Ils connaissent un peu le coaching sportif ou le coaching en entreprise, mais pas forcément le coaching de vie, qui est aussi une forme d'accompagnement des personnes qui qui rencontrent dans leur trajet de vie des difficultés et qui ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir les surmonter. Et le coaching va avoir comme méthodologie de travailler à partir d'un objectif. Donc, on prend la personne là où elle est, à ce moment de vie, là où elle rencontre ses difficultés, et on va l'aider à mettre un objectif qui sera son objectif et à travailler en fonction de ça, de ce projet. Ça se différencie en fait de toutes les thérapies et en particulier des psychothérapies qui, elles, vont aussi travailler au bien-être de la personne et à résoudre les difficultés qu'elle rencontre, mais en travaillant à partir souvent du matériel qui vient des matériaux du passé. Alors que là, c'est vraiment, voilà, c'est un objectif, on va vers l'avenir, on se fixe quelque chose pour cheminer vers Exactement. vers et c'est aussi la posture du coach, elle est différente de celle du thérapeute. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc, ça, c'est une technique d'accompagnement qu'on retrouve bien sûr dans le coaching scolaire parce que les grandes armes du coaching, c'est l'écoute. Déjà, le questionnement, qui est un questionnement assez particulier, fait de questions ouvertes à base de comment, de quand, de que, on reviendra dessus, voilà. Vous expliquerez comment. Et donc, je voudrais
pour revenir au coaching scolaire, je vais déjà dire ce que ça n'est pas, parce que ça, c'est très, très important que les parents l'entendent. C'est que ça n'est pas du soutien scolaire, ça n'est pas une aide aux devoirs. Normalement, on ne fait pas forcément passer des tests d'orientation. Bon. Et ça n'est pas une psychothérapie. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ce que ça n'était pas, qu'est-ce que c'est ? voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une méthode qui est très pragmatique, et concrète, puisqu'on part d'un point A, l'endroit où est l'élève à un moment donné, et on va l'emmener vers un point B, qui est un état désiré. Donc ça, c'est une méthode concrète, qui va permettre à l'élève de se remettre en marche, de se remettre en action. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir se réapproprier sa scolarité. D'accord. Et alors, pour quelles raisons les parents vont vous contacter ? Ce sont les parents qui vous contactent en général, c'est pas le jeune. J'imagine que les parents sont toujours les moteurs dans le... Les 3 grands axes du coaching scolaire sont l'orientation, et c'est pour ça, la plupart du temps, que les parents qui sont un peu inquiets sur l'orientation de leur enfant vont pouvoir nous contacter. Donc, il y a l'orientation, mais il y a aussi la méthodologie qui est extrêmement importante et la motivation. Et la motivation. Et la motivation. Alors, le sujet de la motivation, il est très intéressant parce que je pense qu'on doit le retrouver de toute façon aussi au niveau de l'orientation, parce que sans motivation, comment savoir vers quoi aller ? Je pense que les parents qui nous écoutent ont très envie de savoir, Christine, comment on peut faire pour motiver un jeune qui ne voit pas d'intérêt dans ce qu'il apprend, surtout si en plus ses notes sont pas très très bonnes, ce qui va souvent de pair d'ailleurs. Alors, quand il y a tout d'abord, le coaching scolaire, c'est toujours du sur-mesure. Donc, ça dépend complètement de la nature de l'enfant, de sa personnalité, etc. Après, pour la démotivation et peut-être même le décrochage scolaire, il y a plein de facteurs qui peuvent être là, des facteurs internes à l'enfant, peut-être des facteurs un peu dépressifs ou justement une accumulation de mauvaises notes qui fait qu'à un moment donné, on a une image de soi très basse, on n'est plus que sa mauvaise note, on n'est rien d'autre. Et puis, il y a aussi des facteurs qui peuvent être extrinsèques, qui peuvent être liés au milieu familial, à des problèmes des divorces, à beaucoup d'autres choses. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment à évaluer avec l'enfant et avec les parents. Et puis ensuite, comment on va travailler beaucoup sur le vouloir. Ça, c'est un questionnement typique du coaching scolaire, c'est que veux-tu ? Et qu'est-ce que tu veux ? Et quand tu auras ça, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu seras quand tu auras ça. Et on décline un certain nombre de questionnements autour du vouloir pour essayer de renforcer la motivation. Après, il y a des techniques aussi. Vraiment, tout dépend du jeune. Mais si l'énergie est très basse, il va falloir beaucoup remonter la confiance en soi. Et ça se fait, par exemple, tout simplement en essayant de trouver les exceptions à la règle. Là, toujours essayer de révéler une exception qui est peut-être pas dans le domaine scolaire. Alors, une exception, c'est quoi ? C'est un talent, c'est une richesse, une ressource cachée. C'est aussi là où on a su faire, tout simplement. C'est pas forcément même quelque chose qui paraît énorme, mais là, par exemple, on peut très bien, si c'est un jeune qui est bon en foot, on peut s'en servir. On peut se servir de ça. C'est comment il a fait, par exemple, pour faire tel geste et marquer son but. Comment il a appris, combien de temps il lui a fallu pour apprendre ce geste, etc., etc. Et on déplace
une Ça- réussite, et ensuite on la replace. Si tu as su faire là, comment tu pourrais t'y prendre pour mettre ça pour faire ton exercice ou ta dissertation, D'accord, dans ton etc. travail scolaire. Voilà. C'est-à-dire transposer quelque chose de la vie du quotidien au travail scolaire pour faire rejaillir un Oui. petit peu les savoir-faire que l'enfant a développés à côté de son parcours scolaire. Voilà, et il va falloir vraiment développer la confiance que l'enfant perd à cause de ses mauvaises notes, et en lui montrant bien qu'il n'est pas ses mauvaises notes. Ouais, d'accord. Hein, Ok. On n'est pas ses mauvais comportements non plus. D'accord. Hein, on est Ok. bien d'autres choses. Ah. Mais ça, il faut l'aider à le dire, parce Ouais. qu'en fait, ce qui est difficile, c'est que les choses qu'on fait bien, ou que le jeune fait bien, il ne s'en rend pas Ils s'en rendent compte. pas compte. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Christine, parce que c'est vrai qu'en général, la motivation est difficile à trouver comme ça au fond de soi, et elle vient souvent du regard des parents, du regard des enseignants, parce que les encouragements, les progrès, les bonnes notes, tout ça, ce sont des vrais ressorts à la motivation. Mais quand le jeune ne rencontre pas ça, ou plus ça chez lui, qu'est-ce que... Comment on peut faire? Parce que c'est vrai, c'est ce que vous disiez, on a tendance à insister un peu lourdement sur les faiblesses des gens. C'est ce qu'on appelle notre biais de négativité, hein, dans les biais cognitifs. On a tendance à pointer du doigt ce qui ne va pas. Alors, vous faites comment vis-à-vis des parents? Vous demandez aux parents de revoir leur posture, ou vous travaillez avec eux aussi, ou... Les parents sont toujours des partenaires. Hein. D'accord. Et je pars toujours du principe que les parents veulent le bien de leurs enfants, même si il peut y avoir des maladresses, même s'il peut y avoir des périodes de la vie de l'enfant qui sont plus difficiles, où on a moins de facilité. Mais sinon, ce sont toujours des partenaires, et particulièrement le parent qui fait appel à un coach. C'est vraiment celui qui a envie et qui se rend compte déjà des difficultés de son enfant, ce qui est déjà énorme de pouvoir s'en rendre compte, de pouvoir contacter quelqu'un. C'est énorme aussi de se dire je ne peux pas aider mon enfant dans ce domaine-là, où je suis un peu dépassée et je vais faire appel à quelqu'un. Je trouve que c'est déjà la preuve d'un immense courage. Oui, hein, et voilà. Donc ça, ce sont déjà des parents qui ont en eux toutes les capacités pour que leur enfant se révèle bien, parce qu'ils veulent... Après, il y a des parents... Voilà, si on parle du terreau familial. Si le terreau familial est, disons, un peu pauvre, on peut essayer de l'enrichir avec d'autres personnes. Ça peut être un éducateur, ça peut être un prof de sport, ça peut être un oncle, un grand-parent, voilà, qui là va pouvoir redonner aux jeunes une image de lui qui sera plus valorisante. Ok. Donc c'est de toute façon, je dirais, un accompagnement un peu tripartite, au moins entre vous, le jeune, et les parents. Et si avec les parents, ça n'est pas possible, vous essayez quand même de trouver une personne un peu référente pour soutenir l'enfant quand il n'est pas avec vous? Alors, dans le coaching, c'est toujours un contrat tripartite. Je veux dire, à partir du moment où les parents font appel à un coach, il y a 3 personnes, l'enfant, le coach et les parents. Hein. Donc, c'est tripartite. Après, ce que je disais, c'est simplement pour l'enfant, s'il ne trouve pas au sein de sa famille des gens qui vont être vraiment, qui vont pouvoir le valoriser dans ce qu'il est, on peut l'aider en lui demandant, voilà, regarde autour de toi. Qui t'a aidé à ce moment-là? Qui a fait ça pour toi? Et là aussi, ça réveille en lui un ensemble de personnes, voilà, qui sont là et qui peuvent l'appuyer. Des personnes ressources vers qui il peut se retourner. Enfin, voilà. Mais sinon, dans le coaching, c'est tripartite. Et les parents, je reviendrai après lors de la séance préliminaire, les parents sont des partenaires, je le dis bien. D'accord, très bien. Alors, pour revenir à la motivation, si j'ai bien compris, on pourrait dire que se motiver, c'est se mettre en projet. Et pour l'enfant ou les adolescents que vous suivez, c'est aussi inscrire
ces activités scolaires ou même extrascolaires, puisque vous nous avez parlé du foot, par exemple, dans l'avenir, pour se projeter. Alors, vous leur faites, parce que tout à l'heure, vous disiez que c'était un questionnement, vous travaillez à partir d'un questionnement. Qu'est-ce que vous faites émerger comme question à ce moment-là? Est-ce que ça peut être du domaine de à quoi ça sert d'apprendre ou à quoi ça sert d'apprendre par cœur les fleuves de France, par exemple, ou de savoir calculer l'air d'une pièce? Est-ce que c'est ça qui va vous permettre ce type de questionnement qui va permettre à l'enfant ensuite de trouver un sens à ce qu'il apprend? Alors, à quoi ça sert d'apprendre? C'est plutôt le jeune qui va me poser cette question et qui va me dire mais ça me servira à rien, ce en problème général, de c'est maths, ça, etc. Voilà, c'est lui qui va me dire ça. Mais moi, je vais lui montrer comment, même si, imaginons que cette matière, peut-être, et il a raison, cette matière ne lui servira pas tout au long de sa vie en fonction de son orientation. C'est sûr, il y a beaucoup de choses à l'école qu'on apprend qui ne nous servent plus après, mais la méthode de travail, l'investissement dans le travail, l'engagement dans le travail, tout ce qui met sa tête en route, l'ordre qu'il faut pour que ces pensées soient en ordre, tout ce travail-là, ça c'est important. D'accord. Et ça, c'est autour, justement, de la motivation. OK. Et de la méthodologie, bien sûr. D'accord. Alors, Christine, est-ce qu'on pourrait dire aux parents qui nous écoutent, avant de faire une nouvelle pause musicale, ce qu'ils peuvent déjà faire au quotidien pour accompagner leur enfant sans que ça devienne pour eux une corvée, parce que ça l'est souvent, le temps des devoirs, c'est souvent un temps un peu problématique, et puis que ça devienne oppressant pour le jeune. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner aux parents? Alors, moi, je pense que la première chose que les parents doivent faire, c'est veiller à ce que les besoins de leur enfant soient vraiment... qu'ils veillent à ce que leurs besoins soient vraiment remplis. Ouais. C'est-à-dire aussi bien à faire attention au sommeil, à une nourriture équilibrée, au lieu de travail. Est-ce qu'il travaille dans du bruit? Est-ce que le temps de travail est respecté? Est-ce qu'il a une activité à l'extérieur qui peut lui permettre de se défouler, etc. Au climat familial dans lequel il vit, est-ce qu'il y a un bon climat dans lequel il grandit? Après, est-ce que les parents, dans les besoins de l'enfant, il y a aussi le besoin de valorisation? Est-ce que les parents savent donner aussi? Donc, il y a aussi un travail éducatif, je dirais. C'est pas seulement du pédagogique, c'est-à-dire savoir accompagner, savoir faire réciter des leçons, mais il y a aussi l'éducation qui va rentrer en... Je pense que c'est plus important encore que le pédagogique. D'accord. Le pédagogique, les parents peuvent tout à fait ne pas se sentir capables d'aider sur telle ou telle matière. S'il y a vraiment un problème chez l'enfant et une demande, on peut faire appel à un soutien scolaire pour une matière ponctuelle, etc. Mais je pense que tout le climat dans lequel l'enfant apprend, tout l'environnement de son apprentissage, il faut bien voir que le jeune, c'est un apprenti. C'est pas un enfant qui a des problèmes. D'ailleurs. Il apprend. Et si on peut déjà aplanir un certain nombre de difficultés pour l'aider dans ses apprentissages, moi je trouve que c'est déjà énorme. D'accord. Et donc ça, c'est un travail que vous faites. C'est-à-dire que vous voyez tous les champs qui peuvent intervenir dans les apprentissages des enfants, et vous essayez de mettre ça à plat pour faire émerger les meilleures choses pour que l'enfant apprenne et ait une scolarité harmonieuse, quoi. Oui, ça fait partie de la méthodologie, de bien voir comment l'enfant travaille. Qu'est-ce qu'il a dans la tête au moment où il se met à travailler? Est-ce que c'est ça m'ennuie, je vais pas y arriver, je suis nulle, de toute façon j'ai toujours été nulle en maths, etc. Est-ce qu'il part avec ça dans sa tête? Déjà, on travaille sur les pensées, on travaille avec ce qu'il sent dans son corps. Quand il s'y met, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il a
est-ce qu'il n'a pas faim, est-ce qu'il n'a pas soif, est-ce qu'il est tranquille, etc. Il y a énormément de choses à faire. Après, son bureau, le lieu de travail, aussi tout ça, c'est un moyen d'explorer sa manière de travailler, son organisation et comment il peut s'y prendre. Et quand quelque chose n'a pas été bien fait, comment de ça il peut apprendre, comment d'un échec on peut apprendre et comment on peut toujours faire mieux. Quelle autre stratégie je peux mettre en place pour faire mieux? Ok. Eh bien, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Christine, pour toutes ces précisions. Eh bien, c'est sur ces bons conseils que nous allons faire une nouvelle pause musicale et nous revenons tout de suite après pour parler justement de méthodologie et d'organisation. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Et oui, vous êtes bien dans Parenthèse parentale sur radiograndlac.com. Alors, avant la pause, Christine Blanchard, qui est coach scolaire, nous a expliqué qu'il fallait chercher les trésors parfois enfouis de nos enfants, c'est-à-dire leurs forces, pour activer le levier de la motivation et de leur confiance. Mais dites-moi, Christine, en cette période un petit peu troublée, cette période de crise sanitaire, de confinement et de continuité pédagogique, c'est quand même très compliqué pour les jeunes. On pense d'ailleurs, parce que j'ai regardé un petit peu des articles et des enquêtes à ce sujet, on pense d'ailleurs qu'entre 6 à 10% des écoliers, des collégiens et des lycéens sont en décrochage. Et j'ai vu une autre étude qui dit que 2 élèves sur 5 disent manquer de motivation en cette période. Donc, on voit bien là que votre rôle devient une vraie mission, du coup, Christine, hein, leur faire rattacher les wagons, du coup, à leur scolarité. Est-ce que vous avez des demandes en ce moment, j'imagine? C'est vrai que on pourrait rêver que le coaching scolaire fasse beaucoup plus partie de l'école, soit intégré à l'école et qu'il y ait beaucoup plus d'interaction. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas et c'est dommage. Et comme les séances de coaching sont quand même payantes, voilà. Bien sûr. Évidemment, ça ne peut pas toucher tout le monde. Mais moi, c'est vrai que je rêve de séances de coaching et de travail avec des outils, parce qu'il y a beaucoup d'outils qu'on peut travailler en groupe et qui permettent de retrouver de la motivation. Il y a une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Dina Scherer et qui m'a formée à l'arbre de vie. Elle utilise l'arbre de vie justement dans les classes à problème, les anciennes, les SECPA, etc. Et ça a permis à ces jeunes de retrouver d'abord une cohésion de groupe, alors qu'il y avait beaucoup de difficultés, enfin d'ethnie, voilà. Mais aussi pour chacun de retrouver leur trésor, leur fierté et de repartir avec une ouverture beaucoup plus grande et de l'espoir dans la vie. Et ça, c'est vraiment important. Donc moi, c'est vrai que je rêve qu'on soit nombreuses dans les écoles pour pouvoir permettre aux jeunes et tôt en plus. Moi, je pense que c'est tôt, dès l'école primaire en tout cas, là où toutes les acquisitions doivent se faire, les acquisitions fondamentales, parce que en fait, quand les acquisitions fondamentales ne sont pas faites, l'enfant traîne ses mauvaises notes, voilà, il va compenser d'une manière différente, mais son image de lui, au fur et à mesure, va être très dévalorisée et c'est comme ça qu'il va décrocher scolairement, parce que c'est insupportable de n'être que une mauvaise note. On est d'accord. C'est insupportable. Et donc, à un moment donné, ils décrochent. Ils décrochent et ils vont là où ils peuvent trouver des ressources. Alors, heureusement, il y a des choses qui sont faites pour les décrocheurs. Hein. Il y a des écoles de la deuxième chance. Il y a beaucoup de... L'éducation nationale a pris ce problème-là vraiment en compte. Il y a 80 000 décrocheurs en France par an. Ouais. Donc, c'est énorme. Mais
Mais voilà, moi je pense que s'il y avait déjà du coaching dès l'école primaire, il y aurait Sans doute. certainement sans doute, moins de problèmes après. Ouais. Mhm. D'accord, très bien. Alors, on a fait une petite diversion parce que j'avais dit avant la pause qu'on parlerait méthodologie, mais cette précision, elle devait être mentionnée parce que je pense que les familles concernées par le décrochage scolaire ont besoin de savoir qu'elles peuvent être aidées par des personnes comme vous, des coachs scolaires, et que voilà, ça existe. Parce que malgré tout, c'est une profession qui est un petit peu méconnue ou mal connue. Bien, donc Christine, une fois qu'on a bien travaillé la motivation avec le jeune, il faut maintenant du coup s'attaquer à son organisation, j'imagine, parce que voilà, c'est pas, ça pêche souvent parce que c'est pas quelque chose, encore une fois, qui est enseigné à l'école. Même si j'ai vu que dans les programmes scolaires, il y a de la méthodologie, pardon, qui est proposée dès le CP. Mais dans les faits, je suis pas sûre que ce soit vraiment effectif. Alors, donc du coup, vous faites quoi ? Vous prenez son emploi du temps, son planning, vous voyez ses conditions de travail, son lieu de travail. Comment vous faites ? Oui, Expliquez-nous ça. Il y a tout ça, c'est vrai, mais il y a déjà faire prendre conscience aux jeunes de comment ils travaillent. Et ça, souvent, ils ne savent pas. Il ne sait pas du tout comment il fait pour travailler. Oui, alors si allongé sur son lit, le casque de musique sur les oreilles. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Le pot de Nutella à côté. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il se met au travail ? Hum. C'est ça aussi. Quelles sont ses forces pour apprendre ou pour mémoriser ? Souvent, ils ne le savent pas. Ah non, ils ne savent pas ça. Alors, est-ce que, par exemple, il va être plutôt visuel, auditif, kinesthésique ? À ce moment-là, il pourra apprendre, passer par des canaux différents pour pouvoir mémoriser. Si c'est auditif, par exemple, il peut apprendre sa leçon en chantant. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle les intelligences multiples ? C'est de ça dont vous servez ? C'est tout ce qui a été mis en place par Antoine de la Garandrie. Voilà, c'est ça, ouais. Et La voilà gestion mentale. La gestion mentale et qui permet justement de faciliter la mémorisation en particulier, mais pas que ça. Ça peut être aussi la concentration, parce qu'on reconnaît, on sait, on comprend mieux comment on apprend, comment on mémorise. Et si on sait que c'est par exemple parce qu'on est visuel, voilà, il va y avoir des trucs, on va regarder les tableaux, tout ce qui va passer par l'œil sera mis en avant. Mais dans le coaching, il y a ça, mais il y a vraiment, après, on prend tout de A à Z, on décortique tout. Petit bout par petit bout, petite séquence par petite séquence, c'est du pas à pas. Et c'est montre-moi comment tu fais. D'accord. Et comment tu t'y es pris. Montre-moi ton planning. Et sur le planning, on fait un planning, on met tout. Hein, le travail à la maison, le loisir, des couleurs différentes. Quand on visualise les choses, on s'aperçoit comment tu pourrais mettre un petit peu plus de temps dans ton temps de travail. Et ce devoir-là qui est placé le dimanche à 17h pour une dissertation à rendre le lundi. Est-ce que, voilà, comment tu vas t'y prendre pour bien le faire ? Est-ce que ça sera le meilleur moment pour toi ? Etc., etc. Tout est décortiqué, c'est très concret. D'accord. Mais comme ça, le jeune se rend compte de comment il fait. Hein, et aussi, on le responsabilise. C'est sa responsabilité, ça n'est pas la mienne, c'est la sienne. Mais du coup, Christine, vous les accompagnez pendant combien de temps ? Parce que c'est un sacré changement pour le jeune de passer d'un stade de procrastination, hein, cette capacité de savoir tout remettre au lendemain, à un emploi du temps, à quelque chose de planifié, d'organisé. Ça doit prendre beaucoup de temps, non ? Alors, ça peut être rapide, hein, Ouais. ça peut être rapide, ce sont des méthodes qui sont concrètes. Je veux dire, une fois qu'on a compris, c'est relativement simple. Après, toutes les méthodes d'apprentissage, vraiment, qui sont au niveau de la mémoire, au niveau de comment apprendre, oui, ça c'est long. Ça c'est long parce que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de répétition, beaucoup d'efforts. Mais sinon, pour tout ce qui est organisation
disons, matériel du temps, ça peut être tout à fait rapide. Après, le jeune qui vient voir un coach, il faut se dire qu'il est déjà en mouvement. Hein, c'est que déjà, il a un projet pour lui. C'est quelqu'un qui est en demande. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites qu'il est en demande, mais en général, c'est les parents qui sont à l'initiative de cet accompagnement. Donc, comment vous faites si il vient en freinant des cas de fer ou Non. Non. Alors, s'il vient en traînant les cas de fer, on ne peut pas le prendre. D'accord. Hein, ça ne pourra pas fonctionner. En fait, quand au début du coaching, quand les parents m'appellent, après, il y a toujours une séance préliminaire en présence des parents et de l'enfant, où ils me parlent de leur enfant, de leurs problèmes. Moi, je demande toujours aux jeunes, qu'est-ce que tu en penses de ce que disent tes parents, toi, t'en es où, etc. Et après, j'explique toujours les règles du coaching, comment ça va se passer, la confidentialité qui est importante, mais ensuite, je donne ma carte au jeune. D'accord. Et c'est lui qui doit m'appeler. Et donc, 2 ou 3 jours après, s'il a envie, responsabilise, s'il a envie d'entamer ce travail de coaching, c'est lui qui m'appelle. C'est lui qui vous appelle. Voilà. D'accord. Et c'est comme ça que ça se passe. À partir du moment où il est engagé avec moi dans un travail, alors il faut que ça matche entre nous, hein, comme sûr. on dit, mais il est engagé. Et alors, les parents ne sont pas du tout exclus de cet accompagnement. Il y a simplement une confidentialité qui est une des règles du coaching. On ne dira pas ce qui se dit à l'intérieur des séances. En revanche, toutes les 2-3 séances, je fais un petit point avec les parents. Hein. Les parents sont, là encore, je le dis bien, des partenaires. Hein. Donc, toutes les 3 séances, on fait un point. Et je leur demande, qui est aussi utile pour moi, de savoir s'ils ont pu voir des changements dans l'attitude de leur enfant. Est-ce qu'il est plus gai à la maison? Est-ce qu'il est plus aidant? Est-ce ils sont mieux dans ses baskets, etc. En général, ça a une répercussion, bien sûr, sur son comportement et son attitude générale à la maison. Ou bien, au contraire, s'il va plus mal, pour moi, c'est aussi une indication qui est très importante. Voilà. D'accord, donc je voulais vous poser la question de savoir s'il s'y tenait à ses engagements, et comment vous faisiez pour vérifier qu'il respectait l'organisation que vous lui aviez proposée. Mais du coup, voilà, vous avez donné la réponse en disant que comme il était volontaire, que c'était lui qui prenait les rendez-vous, donc il n'y a pas trop de doute qu'il se plie un petit peu à cette organisation que vous lui proposez. Oui, alors c'est vrai que le rôle du coach scolaire, ça va être toujours de maintenir la motivation, de toujours essayer de la maintenir à flot. Hein. D'accord. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur le coaching scolaire qui s'appelle Mathieu Grimpet, et il a 3 images pour définir le coach, et je les trouve tout à fait éclairantes, imagées. Il dit qu'un coach scolaire, ça doit être d'abord un télescope, c'est-à-dire celui qui permet de voir loin. C'est un tremplin, c'est celui qui donne l'élan aux jeunes, et c'est aussi un aiguillon. Hein, c'est celui qui va recadrer, c'est celui qui va permettre qu'on ne s'endorme pas sur ses lauriers. C'est celui très belle image, oui. Oui, c'est celui qui est exigeant pour le jeune, mais avec une bonne exigence. D'accord, très bien. Alors, je vous propose une nouvelle petite pause musicale et nous aborderons une dernière thématique qui est celle de l'orientation. Alors, petite pause musicale avec Jean-Jacques Goldman, Au bout de mes rêves, et on se retrouve après. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. De retour dans le studio de Radio Grand Lac, vous nous écoutez sur radiograndlac.com et je suis en compagnie de Christine Blanchard, coach scolaire. Alors, tout va bien, Christine ? Tout va bien. Bon, formidable. Nous abordons maintenant une autre facette de votre métier, car vous proposez aussi, donc, comme vous nous l'avez expliqué au début de l'émission, de suivre les jeunes dans leur orientation. Alors, comment ça se passe ? Ça ne doit pas être facile de construire un projet professionnel avec des jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Est-ce que vous avez une petite astuce pour
pour évoquer leurs rêves, qu'est-ce que vous faites? Alors, pour l'orientation, les jeunes viennent voir des coachs scolaires justement quand ils ne savent pas s'orienter, comment s'orienter. Donc, c'est la première raison C'est la première raison. Des consultations. Voilà. D'accord. Alors, ça peut être aussi bien à partir de la 3e, mais aussi évidemment seconde, première, et même après à l'université, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont pris une voie, qui s'aperçoivent au bout d'un an de fac que c'est pas ce qu'ils voulaient faire, etc., etc. Donc voilà. Donc après l'orientation, c'est un vrai travail où on va travailler avec eux, et à partir de questions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu détestes faire? Et quelles sont tes compétences? Où est-ce que tu as réussi au cours de ton parcours scolaire? Qu'est-ce qui a été facile pour toi, difficile pour toi? Enfin, il y a des millions de questions. Est-ce que tu préfères un métier où on est seul, un métier de groupe, être assis, être dehors? Enfin, voilà, et là, on va cerner petit à petit, jusqu'à arriver à des filières. Et il y a un outil dont on parlera tout à l'heure qui est très utile pour l'orientation, c'est le photolangage. D'accord, très bien. Alors, Christine, on entend bien que orientation et motivation sont intimement liées, mais toutefois, vous n'êtes pas une conseillère en orientation. Non. Ça me semble important quand même de le préciser. Vous êtes plutôt, je vais dire, une révélatrice de talent, qui va en fait ouvrir le champ des possibles des jeunes, plutôt que de les formater peut-être dans une voie un peu subie, parce que souvent ils subissent leur orientation pour après arriver à une réorientation quand ils arrivent en première année de fac. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous dire la différence en fait entre le coach scolaire et puis les conseillers d'orientation? Alors le conseiller d'orientation ce qu'il y a, c'est que c'est surtout le temps qu'on accorde aux jeunes. Voilà, c'est ça. Le conseiller d'orientation, on le voit pas souvent. Il vous donne des cartes, des métiers qui sont décrits, etc. C'est pas un vrai travail. Enfin, c'est pas un travail approfondi qui est fait avec lui. Il faut du temps pour pouvoir se projeter dans son avenir, pour pouvoir savoir de quoi on est capable, de quoi on a envie. Et le travail avec un coach, c'est ça. C'est vraiment un travail en profondeur. D'accord. Donc, c'est peut-être la différence entre le conseiller d'orientation à l'intérieur de l'école qui a peu de temps à accorder à chaque élève et puis un travail personnel, approfondi et qui permet à l'élève d'aller là où il a envie d'aller. Donc, le coaching scolaire, c'est un peu je dirais, le connais-toi toi-même de Socrate, mais à la sauce génération Z, la génération des années 2000, c'est ça? Mais c'est juste, dans le coaching scolaire, ce qu'on apprend, ce que l'enfant va aussi apprendre, c'est à mieux se connaître. Voilà, c'est ça. Ouais. À mieux connaître aussi ses travers et savoir comment il peut faire avec. Et ça, c'est très important de savoir comment on fait son apprentissage. Voilà, comment on réagit aux choses. D'accord. Ok. Alors, Christine, j'aimerais qu'on aborde maintenant deux outils. Alors, il y en a un que vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Deux outils que vous utilisez, qui sont le photolangage et l'arbre de vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces outils qui ont l'air absolument formidables? Alors, le photolangage, c'est une méthode qui a été mise au point par des psychologues lyonnais et qui permet, à partir d'images qui sont des images assez banales, enfin, il peut y avoir de tout, des images de la réalité, des images de voyage, de sport, des images de défis, de toute façon, de choses qui vont intéresser le jeune. Oui, et l'adulte aussi, mais qui vont surtout être déjà un facteur d'expression. Et souvent, le jeune, quand il commence un travail d'accompagnement, il n'a pas les mots.
Il sait pas parler. Et quand on lui pose des questions, très souvent, elle dit « je sais pas ». Ça permet de sortir de blocage, en fait. Voilà. Voilà, c'est ça. Et là, l'image va être un médium qui va leur permettre de s'exprimer et d'envisager des choses. D'accord. Donc voilà. Un objet de projection, quoi, en fait. Oui. Ouais, d'accord. Ok, Oui. très Donc bien. ça, c'est très important. Donc moi, j'ai apporté là un jeu de photolangage qu'on a mis sur pied. Alors on va expliquer un petit peu rapidement, Christine. Donc, en effet, il y a des belles images bien colorées. Là, par exemple, je vois des parapluies. Alors, je ne sais pas, des parapluies dans le ciel. Je ne sais pas ce que ça pourrait m'évoquer. Mais c'est très coloré. Moi, ça m'évoque plutôt la joie. On va faire un petit fête. exercice si vous voulez. Je vais mettre quelques cartes devant vous. Et puis, vous, Isabelle, justement, vous avez des... Alors, je vais choisir... Attendez. Non, pas tout de suite. Vous allez... D'accord. Voilà, je pose ça devant vous. Et vous venez me voir parce que vous avez un problème d'orientation. D'accord. Et donc, on va étaler ce jeu. Vous allez bien regarder et vous allez avoir comme objectif de prendre une image qui correspond à qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie pour vous, Isabelle? Une vie réussie parmi ces images-là. Aujourd'hui. Oh là, c'est très difficile ça. Moi, je veux bien la jeune femme allongée dans l'herbe qui sourit, qui regarde le ciel et qui a une fleur dans la main. Ben voilà. Donc, vous la décrivez bien. Ouverte sur l'univers, voilà. Pleine d'optimisme et d'enthousiasme. Et puis, ces fleurs jaunes, elle a des fleurs jaunes dans les cheveux aussi. Pour moi, ça évoque la joie, tout ça. Donc, voilà. Ben voilà. Donc, et la première question que je vous aurais posée, c'est, qu'est-ce qu'évoque cette image pour vous? D'accord, ok. Donc, et à partir de là, eh bien, on pose des questions, on répond et des choses se font. D'accord, donc c'est un vrai tremplin en fait au dialogue et puis à la découverte de soi, mais sans dire qu'on parle vraiment de soi du coup. C'est à travers une image. D'accord. Exactement, Okay. et à l'imagination. Ok. Et donc l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie, c'est aussi un outil que j'utilise. Surtout quand les enfants ou les jeunes ont un grand manque de confiance en eux. C'est un outil c'est un peu complexe qui a été mis en place par des praticiens narratifs et qui permet de retrouver de la force, de s'appuyer sur ses compétences. Alors en fait, le jeune va dessiner un arbre. Et sur des racines, un tronc, des branches, toutes des feuilles, toutes les parties. Et sur chaque partie de l'arbre, il va apposer des mots, ses propres mots. Par exemple, pour les racines, ça va être d'où je viens. D'accord. Tous les gens qui ont compté pour moi, etc. Pour le tronc, ça va être mes compétences, mes qualités. Et s'il n'y arrive pas, parce que c'est pas facile de se reconnaître des qualités, donc qu'est-ce que mes amis disent de moi? Qu'est-ce qu'on me reconnaît? Et les branches, ce sont mes projets d'avenir. Les feuilles, c'est les gens qui ont compté pour moi. Ça peut être un héros de bande dessinée, un héros de cinéma, ça peut être un grand frère, un sportif, peu importe. Mais les gens qui ont eu une importance pour ce jeune. Et puis ensuite, les fruits, ce sont les cadeaux de la vie. Est-ce qu'il en a déjà eu à son âge? Peut-être, certainement même. D'accord, donc deux beaux outils, on comprend tout à fait comment vous pouvez les utiliser et faire du coup exprimer le jeune et puis asseoir un petit peu ses ressources, enfin chercher en lui ses ressources et encore une fois ses trésors, on en parlait tout à l'heure. D'accord, écoutez, merci Christine. Alors, imaginons maintenant que je suis une maman complètement perdue avec mon ado qui ne fait rien à l'école, enfin qui aime aller à l'école juste pour voir ses copains. Je vous contacte, comment ça se passe? Alors oui, elle me contacte, soit par mon site internet, donc Christine-Blanchard-coach.fr, tout simple, soit par mon numéro de téléphone. On prend rendez-vous.
Et puis là, il y a cette séance préliminaire dont je parlais tout à l'heure, qui est une séance gratuite. Je me déplace au domicile des parents et la séance se fait avec le jeune ou la jeune et j'explique ce qu'est le coaching, ce qu'ils sont en droit d'en attendre, les modalités, comment ça va se passer. Voilà. Et puis, une fois que tout ça a été dit, je donne ma carte au jeune et c'est lui qui, si il en sent l'envie et si il se sent engagé dans ce travail, à ce moment-là, il me contacte et puis on démarre des séances. Moi, j'aime beaucoup les séances assez rapprochées au début. D'accord. Combien de séances en général ? Alors, c'est entre 6 et 10. D'accord. Après, si c'est des problèmes d'estime de soi très basse, ça peut être plus long. Mais disons une dizaine de séances. Et là, donc au départ, une séance par semaine. Après, quand le travail est bien enclenché, on espace tous les 15 jours. D'accord. Et puis, eh bien là, je ne le fais pas au domicile du jeune. Je préfère le faire dans un lieu plus neutre qui sera un espace de coworking à Chambéry ou ailleurs. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Alors, je crois, on arrive au terme de cette émission, Christine, et je crois que vous aviez une information supplémentaire à donner, quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc, allez-y, le micro est ouvert, on vous écoute. Voilà, alors je voulais terminer parce que je fais partie d'une association qui s'appelle Mille Tremplin, qui est une association qui a été montée à Lyon et qui offre à toutes les personnes qui traversent des difficultés, qui rencontrent des obstacles, soit professionnels, soit personnels, et qui n'ont pas les moyens de s'offrir un cursus de coaching. Et donc, il va mettre à disposition une trentaine de coachs, tous professionnels, spécialisés. Et voilà. Donc, D'accord. Donc, une dimension solidaire à votre travail. Exactement. C'est du coaching solidaire. Qui permet au plus grand nombre de Voilà. de Et j'engage vraiment, surtout dans cette période compliquée en ce moment, les gens à faire appel à l'association. Ok, mais écoutez, merci beaucoup Christine. Cette émission a été un vrai plaisir en votre compagnie. Je pense que les auditeurs ont apprécié la richesse de vos informations. Alors, pour les auditeurs, n'oubliez pas le replay de l'émission sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne, comme ça vous serez notifié des dernières émissions. Abonnez-vous et likez les émissions que vous aimez et likez toutes les émissions d'ailleurs. Dans 15 jours, je recevrai Chantal Baudouin qui aide les mamans actives à retrouver un équilibre dans leur vie personnelle et leur vie professionnelle. On parlera de stress, de charge mentale, d'organisation et de solutions. Alors je vous dis à dans 15 jours sur radiograndlac.com et sans doute sur le 92.1. Prenez soin de vous et prenez soin de votre vie de famille. Au revoir Christine. Au revoir Isabelle, merci.